Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. – 19h30 à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo où la situation sécuritaire et humanitaire devient de plus en plus préoccupante. Madame, Monsieur, bienvenue à cette livraison d'informations sur Geopolis Télévision, la grande édition. D'abord, le titre. Depuis ce mercredi de la mission de la première ministre Judith Suminwa au Congo central dans le cadre de la mobilisation contre l'agression rwandaise, mais aussi pour encourager la jeunesse à rejoindre les FARDC. Vous suivrez la première ministre dans ce journal. Et puis à l'international, grâce notamment au décuplé de sa production d'or, la Côte d'Ivoire vise à se hisser au rang de plus grand producteur d'or du continent comme le Ghana. On va débuter avec cette information en bref. 8 présumés auteurs de braquage, notamment à Willery, ont été jugés en audience foraine. Parmi eux, 2 individus accusés d'avoir attaqué les lounge-bars du célèbre boxeur congolais Martin Bakolé. Ils sont poursuivis pour organisation criminelle en bande, attaque armée et détention illégale d'armes de guerre. Le procès est toujours en cours. Et au terme d'une opération spéciale de bouclage ciblé menée dans 2 points sensibles de la capitale Kinshasa, plusieurs bandits urbains dits Kuluna sont tombés ce mardi 4 mars dans le filet de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Parmi ces malfrats, 10 présumés auteurs de récents braquages, notamment ceux qui auraient tué un policier devant un supermarché dans la commune de Matete. Rachel Misenga. Ces présumés criminels ont fait l'objet d'une opération spéciale ciblée menée dans le cadre de l'opération Dobozero Kuluna dans différents coins sensibles de la capitale. Au cours de ces opérations menées dans plusieurs communes de Kinshasa, plusieurs armes de guerre ont également été saisies par la police qui a réussi par la même occasion à démanteler certains gangs qui terrorisent des paisibles citoyens. C'est au niveau de Lalou, au quartier Finda, dans la commune d'Engalema, à Kingabwa, dans la commune de Limete et d'autres à Tchango. Une audience foraine est envisagée pour ces Kuluna et présumés auteurs des récents braquages dans la ville, notamment devant Kinmarché à Matete et sur l'ex-avenue des Huileries, c'est mercredi 5 mars, dans un des lieux où ces présumés criminels auraient commis leur forfait pour qu'ils répondent de leurs actes. Et comme il est devenu de coutume, on va parler à présent de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a débuté ce mercredi sa mission dans la province du Congo central dans le cadre de la mobilisation contre l'agression rwandaise de la République démocratique du Congo et pour encourager les jeunes à s'enrôler dans le rang des FARDC. À sa descente de l'aéroport de Matadi-Nchimpi, une foule nombreuse est venue accueillir chaleureusement celle qu'elle surnomme affectueusement Ndona Congo, ce qui veut dire brave dame Congo. Dans mon mat. Dès son arrivée à Matadi ce mardi, la première ministre Judith Suminwa a rappelé l'objectif de sa visite dans la région. Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investi par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République
indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais, Téléma, pour m'appeler Oeza Yabiso. Les membres de la société civile et des partis politiques de l'Union sacrée ont accueilli chaleureusement la première ministre, brandissant des banderoles et calicots. Unis, ils disent adhérer à son appel à soutenir le FRDC pour recouvrer l'intégrité territoriale et défendre la souveraineté nationale. Nous sommes venus manifester notre soutien à cette dame, que nous appelons affectueusement la Ndona nationale, mais aussi pour l'accompagner dans cette démarche de sensibiliser les jeunes pour la protection de notre pays. Le Congo, c'est notre pays et nous ne pouvons pas lâcher. Lors de sa prise de fonction en juin 2024, la chef du gouvernement avait inscrit la promotion du dialogue comme priorité pour renforcer la paix et la cohésion nationale face aux menaces extérieures. Sous les directives du président Félix Tshisekedi, le gouvernement souminois s'est dit engagé pleinement à repousser l'ennemi hors des frontières de la RDC. Et pour parler de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, nous recevons sur ce plateau Théodore Ngandou, journaliste à Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Blessed et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, première question d'entrée de jeu. Nous venons de suivre ces reportages où la Première ministre a débuté enfin sa tournée au Congo central, déjà à Matadi, afin de mobiliser pour ce qui concerne l'agression rwandaise. Elle mobilise contre cette agression rwandaise et elle invite donc la population ou le jeune à pouvoir adhérer ou rejoindre le rang des FARDC. Quelle est votre lecture par rapport à cela, elle qui emprunte donc le chemin de certains ministres qui avaient déjà commencé? Merci beaucoup mon cher ami Blessed pour cette opportunité que tu m'accordes de prendre la parole en ce moment précis où la partie est de notre pays est en croix cette agression rwandaise sous couvert de ces supplétifs du M23. Vous savez, toute guerre ne se gagne pas seulement par la voie militaire. Une mobilisation populaire des différentes couches sociales peut barrer la route à l'avancée d'une rébellion ou d'un groupe armé ou d'une guerre ou d'occupation imposée par l'ennemi de la République. Si les Congolais, partout où ils se retrouvent aujourd'hui, arrivent à parler le même langage, arrivent à se souder main dans la main, peut parvenir aujourd'hui à barrer la voie, à barrer la route à l'agresseur, qu'on ne cesse de décrier que le Rwanda avec tous ses supplétifs. Et cette guerre, bien qu'il y a cet aspect diplomatique qui est mené de main de maître par le chef de l'État, je crois que l'aspect de mobilisation populaire tel que nous le constatons à travers le pays et la première ministre qui l'a déclenché aujourd'hui à travers le Congo profond, en commençant par le Congo central, c'est un pas décisif, c'est un signal fort qui est donné à la communauté tant nationale qu'internationale pour dire que les Congolais, cette fois-ci, ils sont prêts à barrer la route, ils sont prêts à parler d'un seul mot, d'un seul langage, ils sont prêts à s'unir pour bouter hors d'état de nuire cet ennemi qui ne cesse d'endeuiller la partie est du pays. Voilà, je vais revenir vers vous pour d'autres questions, le temps de continuer avec l'actualité. L'urgence de l'action humanitaire dans le zone sous l'emprise de troupes rwandaises et l'ère supplétive du M23 AFC. La question était au centre des échanges entre la première ministre de la RDC, bien avant son départ pour Congo central, avec une délégation du comité international de la Croix-Rouge, conduite par Patrick Youssef, directeur régional Afrique, le CICR, déterminé à fournir secours et vivres, a confirmé sa volonté de renforcer le soutien aux victimes dans cette région. Rachel Misenga.
Les discussions entre la première ministre Judith Suminwa et la délégation du Comité international de la Croix-Rouge ont mis en évidence la nécessité de créer un couloir humanitaire vers les zones les plus touchées. Il est naturel que pour le CICR, sa préoccupation primaire, c'est la situation humanitaire à l'est du Congo, à Goma, à Bukavu, à Uvira, mais aussi à Beni et à Bunia. Face aux besoins croissants de la population vivant sous occupation, l'assistance humanitaire a également été évoquée. Et c'est ce que nous avons discuté aujourd'hui avec Madame la Première ministre, c'est comment acheminer des médicaments et des vivres et de l'assistance dans ces régions pour pouvoir effectivement être à même à répondre à ces besoins croissants dans la région. Elle est d'un soutien certain pour l'action de la Croix-Rouge en général et du CICR. Elle connaît effectivement le CICR depuis très longtemps et je pense qu'elle nous a énormément ouvert des portes. Le gouvernement souminois reste déterminé à promouvoir des solutions humanitaires et la paix en République démocratique du Congo, notamment dans les zones touchées par des conflits armés et des crises humanitaires. Conscient des souffrances vécues par les populations déplacées et les communautés vulnérables, il travaille à mettre en place des initiatives visant à répondre aux besoins urgents des victimes, tout en soutenant une stabilité à long terme. Voilà, vous avez plutôt reconnu la voix de Gigi Ndende. La sensibilisation et la mobilisation de la jeunesse contre l'agression rwandaise sous couvert du 1-23 AFC en République démocratique du Congo, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, continue à ratisser large dans le Grand Katanga. C'est mercredi, les speakers de la Chambre haute du Parlement est arrivé à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Nous en parlerons avec force et détail dans notre prochaine édition. Voilà. Le pari de la mobilisation populaire est gagné. Le président du Sénat n'entend pas lâcher prise dans sa détermination à conscientiser la jeunesse congolaise du Grand Katanga face à cette épineuse question de l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Ici, à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, dans le Grand Katanga, l'accueil est délirant. Le président de la Chambre haute du Parlement, noyé dans un bain de foule, se dirige vers la place du rond-point Ilungambidi, cadre choisi pour le grand meeting populaire. Comme partout il est passé dans le Grand Katanga pour la sensibilisation, l'adresse du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a porté sur le message de soutien au chef de l'État, aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux compatriotes Ouazalendo. Il a surtout invité la population à la vigilance et à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route aux envahisseurs de la République démocratique du Congo pour des intérêts mesquins. Nous avons fait faire passer notre message de sensibilisation qui nous a été lancé sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Face à la situation que nous vivons à l'Est, cette guerre nous menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, sur le besoin d'une réponse à cette agressivité par d'abord l'unité, la cohésion, mais au-delà, la mobilisation générale, particulièrement celle de nos jeunes. Et donc, j'ai eu cette occasion de voir la réponse déjà donnée par nos jeunes ici au niveau du Haut-Lomami. Selon le président du Sénat, la RDC est victime d'une agression injuste de la part du Rwanda et pour ce faire, le peuple congolais ne doit pas rester distrait. Notons par ailleurs que c'est depuis le 26 février dernier que le président de la Chambre haute du Parlement est en vacances parlementaires dans le Grand Katanga. Ici, il est allé mobiliser la population de cette partie de la République contre l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Voilà, vous allez corriger avec moi. Kamina est donc le chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Théodore Ngandou, je reviens vers vous. On a suivi le reportage de la Première ministre qui était allée au Congo central. Là, il y a le président du Sénat qui est allé également mobiliser depuis quelques jours. Il se trouve dans le Grand Katanga. Alors, pensez-vous que toutes ces démarches entreprises par la classe politique congolaise aboutira à une fin de la guerre ou bien des avancées seront constatées?
Oui, vous savez, il y a 3 fronts importants sur lesquels la République démocratique du Congo s'épanche de plus en plus pour faire face à cette agression rwandaise. Le premier front, comme tu dois bien le savoir, c'est le front diplomatique qui est mené par le chef de l'État à travers également la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba. À côté de ces fronts diplomatiques, nous avons ce que nous appelons le front militaire, avec l'action menée sur le terrain par nos vaillants forces armées de la République démocratique du Congo et les compatriotes Ouazalendo qui soutiennent nos FARDC dans cette guerre d'agression imposée par le Rwanda. Et le troisième front, c'est ces fronts de mobilisation, ces fronts populaires, ces fronts qui fait à ce que toute la population soit mobilisée. Les fronts tous azimuts. Oui, pour s'unir au FARDC, s'unir au chef de l'État afin de faire face à l'ennemi. C'est ce qui fait que depuis le 26 février, le président du Sénat, comme il est dans son fief, il est ressortissant du Grand Katanga, et il est allé là-bas dans le cadre de ses vacances parlementaires, qu'il place cette fois-ci sous le signe de cette grande mobilisation populaire pour ainsi faire face à cette agression. Moi, je crois qu'en tant que journaliste et quand nous observons bien la scène politique aujourd'hui, nous comprenons que l'implication de chaque acteur politique, comme le chef de l'État l'avait dit lors de sa rencontre avec les sociétaires de l'Union Sacrée, sa plateforme politique, le silence ne paye pas en ce moment ici. Quand vous faites partie d'un regroupement ou d'une famille politique et que les intérêts de la République que cette famille politique est en train de soutenir sont mis en mal, c'est le moment pour tous les sociétaires de cette famille politique de montrer à la face du monde qu'ils s'impliquent pour soutenir non seulement les institutions de la République, mais aussi soutenir les forces armées qui sont au front pour arriver à éradiquer cette situation, arriver à mettre fin à cette situation. Alors qu'il est de bon aloi de voir aujourd'hui tous les acteurs politiques. On venait tout à l'heure de parler de la première ministre qui est dans le Congo central. Justement. Il y a d'autres certainement qui sont aussi à l'extérieur du pays. Il y a d'autres qui sont dans les Congos profonds. Tout ça, c'est un front populaire qui est ouvert pour arriver à maîtriser la situation. Je crois, comme on le dit souvent, l'union fait la force. C'est quand nous sommes unis que nous devenons forts, que nous sommes forts et qu'on peut faire face facilement à l'ennemi et qu'on peut arriver à triompher. Mais si nous ne sommes pas unis, nous n'arrivons pas à faire l'essentiel, nous sommes divisés en interne, ça n'arrivera pas à décanter la situation. Voilà. Voilà, Thierry Ngandou, nous vous disons donc infiniment merci pour votre participation à ces journaux. Merci beaucoup, Blessed. Merci. Voilà, on va poursuivre avec l'actualité. Au cours du briefing spécial de ce mardi 4 mars 2024, Raissa Malou, ministre d'État en charge de l'éducation et nouvelle citoyenneté, est revenue sur les conséquences de l'agression rwandaise dans le secteur éducatif. Elle a également évoqué un double crime commis par le Rwanda. Plus de détails dans cet élément. Invasion rwandaise sur le sol congolais, l'enseignement dans les zones contrôlées par les rebelles du M23 AFC est devenu incertain, affectant plus d'1 million d'élèves. La psychose règne à Goma, Bukavu et dans d'autres territoires. Les parents hésitent à envoyer leurs enfants à l'école en raison d'un climat d'insécurité persistant. Dans ces contextes, Raissa Malou, ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a évoqué lors d'un briefing presse co-animé mardi 4 mars 2025 avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, un double crime commis par le Rwanda. Elle a souligné que cette situation a des répercussions très négatives sur l'avenir des enfants, malgré les efforts déployés par le gouvernement congolais. Cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. Mais au-delà des infrastructures, pour moi, l'impact le plus important, c'est vraiment l'enfant, les élèves, dans leur tête. Cet impact est beaucoup plus grave
qu'une école détruite, qu'un banc utilisé. Et c'est cet impact-là que je voudrais que nous tous, nous ayons vraiment conscience que ici, c'est un double crime, selon de mon point de vue. D'un côté, on affecte les enfants maintenant, mais il faut savoir que ces enfants maintenant sont des adultes de demain, et le fait qu'on leur prive de leur scolarité maintenant, cela rend extrêmement difficile la société plus tard, parce que on va avoir des adultes profondément marqués par ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que nous tenons et nous disons que l'éducation doit rester sacrée, l'éducation de nos enfants, parce que l'impact est à court, moyen et long terme. La ministre d'État à l'Éducation nationale affirme que le gouvernement ne ménage aucun effort pour que les enfants dans les zones occupées par les rebelles du M23 bénéficient également de cours. On va changer de registre. Immunisation, nutrition et lutte contre les cancers du col de l'utérus. Tel est le thème du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite lancé ce mercredi par le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba. Ce forum qui s'étendra sur 2 jours, soit du 5 au 6 mars, réunit des acteurs nationaux et internationaux pour débattre des défis actuels et proposer des solutions concrètes afin d'améliorer la couverture vaccinale et d'éradiquer la poliomyélite en République démocratique du Congo. Suivez. La République démocratique du Congo est loin d'atteindre l'objectif des 90% de couverture vaccinale fixé par l'OMS. 1 million d'enfants ne sont toujours pas vaccinés et 2 millions n'ont reçu que partiellement le dose nécessaire. D'où l'importance de la 4e édition du Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Cette année, le forum se distingue par une approche globale intégrant des enjeux de santé publique tels que la nutrition et la lutte contre les cancers du col de l'utérus, en plus de la lutte contre la poliomyélite. L'objectif est de créer une synergie entre ces domaines pour assurer un avenir en meilleure santé. Je souhaite que nos réflexions et nos échanges, surtout pendant les travaux en panel durant ces 2 jours, soient focalisés sur ces différents défis afin de formuler les orientations susceptibles de contribuer dans les prochains jours à l'amélioration de la qualité et de l'accès de nos services en faveur de l'immunisation, de la nutrition et de l'élimination du cancer du col. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, représentant le président de la République, a annoncé plusieurs engagements stratégiques pour l'année à venir. J'engage le gouvernement à libérer les financements nécessaires pour assurer la disponibilité continue des vaccins, suivre personnellement chaque trimestre les performances de la couverture vaccinale, renforcer le plan d'urgence pour la relance de la vaccination appelé plan Machako, accélérer l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, créer un cadre provincial efficace pour la couverture santé universelle. Les discussions du forum se poursuivront ces 2 prochains jours avec l'objectif de trouver des solutions durables pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. Dans un volet plus diplomatique, de retour dans sa juridiction, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a mis en avant la modernisation des infrastructures et le renforcement des compétences diplomatiques. En inspectant le travaux de rénovation des ascenseurs, elle a notamment souligné l'importance de l'actualisation des équipements hérités de l'époque coloniale. Gigi Nende. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a effectué ce mardi 4 mars 2025 une ronde au sein de son ministère. La chef de la diplomatie congolaise s'est premièrement imprégnée de l'évolution des travaux de modernisation des ascenseurs du bâtiment abritant le ministère des Affaires étrangères. Au cours de cette démarche, elle a eu des échanges fructueux avec les ingénieurs chargés d'assurer le bon déroulement de ces opérations pour le moins laborieuses qui s'inscrivent dans le cadre de la vision de moderniser ce bâtiment hérité de l'époque coloniale. Thérèse Kaikwamba Wagner s'est par la suite rendue dans la salle de conférence des affaires étrangères
où se tient la formation de renforcement des capacités des fonctionnaires diplomatiques. Bien entendu, le numéro 1 des affaires étrangères n'a pas loupé l'occasion d'exprimer sa joie envers ces cadres qui ont répondu présent à son initiative visant à les outiller pour améliorer la qualité des services au sein du ministère. Très heureuse de vous voir aujourd'hui, très heureuse de voir l'avenir de notre pays, l'avenir diplomatique. Je tiens à vous féliciter tous déjà d'avoir fait ce choix. Je vous tiens aussi à vous féliciter de rester motivés. J'apprends que vous êtes déjà en 3e semaine de formation et je sais que parfois il y a toutes sortes d'obstacles, des aléas, mais c'est toujours bien de savoir qu'on commence avec un bon nombre au début et qu'on finit avec quasiment le même nombre. Donc, vraiment, félicitations pour cela. La chef de la diplomatie congolaise exhorte par ailleurs ses fonctionnaires à faire preuve de persévérance et d'endurance durant la période consacrée à la formation. Il faut toujours de l'endurance, de la persévérance dans beaucoup de choses qu'on fait, en particulier en diplomatie. Vous le voyez vous-même. On mène un combat difficile, on mène un combat que beaucoup ont mené avant nous et vous voyez donc que c'est l'effort de plusieurs années, de plusieurs générations de diplomates, hommes et femmes. La ministre d'État aux Affaires étrangères souligne par ailleurs qu'il s'agit d'un travail d'équipe avant d'évoquer la possibilité de faire un sondage auprès des candidates femmes en vue de déceler les obstacles auxquels elles font face. Une démarche qui se matérialiserait, à l'en croire, par des échanges avec différentes catégories des femmes au sein du ministère des Affaires étrangères. On va quitter la diplomatie pour parler de l'entrepreneuriat. 6 ans depuis que le président Félix Tshisekedi a fait part de son ambition de créer des millionnaires et milliardaires congolais, alors que les pays enregistrent depuis des années un taux très faible des entreprises créées. 6 ans, la République démocratique du Congo, désert industriel, a-t-elle pris un autre cap afin de rencontrer le rêve du chef de l'État? Les procédures de création et d'accompagnement des entreprises et entrepreneurs sont-ils souples ou adaptés? Nous avons posé la question à un entrepreneur, Sylvie Malukissa, DG de Manitech Congo. Elle affirme d'emblée que le chemin pour entreprendre est parfois semé de beaucoup de difficultés. On l'écoute. Les difficultés sont énormes et sont à tous les niveaux. Il y a de l'aide et du soutien, mais franchement, par rapport au nombre de difficultés, ceux qui sont là pour aider, et je parle de toutes les initiatives du gouvernement pour créer les millionnaires, je pense que ces initiatives-là devraient être soit amplifiées, soit essayer de revoir un peu sur les difficultés que nous traversons. C'est vraiment, vraiment pénible. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la capacité de tenir, de supporter et de continuer. Il faut, à mon avis, avoir un degré d'amour qui dépasse le besoin d'argent. Parce que si c'est juste pour un besoin d'argent, je peux chercher du travail. Je peux aller faire comme tout le monde, comme je suis une femme. Donc je peux aller commencer à demander l'argent aussi. Ou alors, si c'est seulement pour aimer la production agro-industrielle, je peux aller chercher du travail chez nos amis indiens ou libanais, travailler dans leur usine. Je pense qu'il faut arriver à un degré d'aimer le Congo. D'aimer le Congo au point de regarder précisément cette sécheresse industrielle et de dire, si personne ne fait rien, nous allons disparaître. Il faut que certains d'entre nous se tiennent à la brèche et se battent pour se porter en modèle, en étendard et inspirer d'autres. Et ainsi peut-être qu'un jour, quelqu'un verra et quelqu'un viendra vraiment au secours de l'entrepreneur congolais. Et on va s'en sortir. C'est pas évident. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup comme nous. De pair également avec le sport. Vous l'avez compris, nous allons aborder la question sportive dans ce journal. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo de moins de 17 ans, les dames, poursuit avec les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA féminine de football 2025. Une double confrontation face au Bénin est prévue pour le 9 et 16 mars prochain dans le cadre du deuxième tour de ces qualifications. Suivez.
Une échéance importante pour le Congolaise. Les Léopards Dames U17 se déplacent pour affronter en match aller les Amazones U17 du Banam le 9 mars prochain au stade Kégé de Lomé au Togo. Le match retour est prévu une semaine après au stade de Martyrs de Kinshasa. L'enjeu de cette double confrontation est de décrocher une place pour le 3e et dernier tour qualificatif du mondial féminin 2025 prévu du 19 au 27 avril prochain au Maroc. Le vainqueur de l'opposition entre Congolaises et Béninoises défiera celui du duel entre la Tanzanie et la Zambie. Lors du premier tour, les Léopards Dames cadettes s'étaient qualifiés aux dépens du Niger, remportant les 2 matchs 2-0 en aller et 2-0 au retour. Pour cette double confrontation face au Bénin, le sélectionneur de l'équipe nationale congolaise cadette, Bailon Kabongolo, a convoqué 25 joueuses et la Coupe du Monde FIFA féminine U17 se déroulera au Royaume chérifien du 17 octobre au 8 novembre. Au total, 5 nations africaines vont prendre part à la phase finale du mondial féminin cadet. Mois de mars, mois de la femme oblige, soutien total aux Léopards Dames cadets de football. Cet élément nous amène donc à la page internationale. Je l'ai annoncé en titre, la production d'or de la Côte d'Ivoire a décuplé depuis la fin de la crise politique en 2011, franchissant la barre de 50 tonnes en 2023. Le pays vise beaucoup plus haut et veut se hisser au rang de plus grands producteurs africains d'or comme le Ghana et ses 114 tonnes en 2023. Francine Moukeba. La Côte d'Ivoire vise une production d'or de 62 tonnes en 2025 contre 58 tonnes en 2024. En 2023, la production d'or du Ghana a dépassé 4 millions d'onces, environ 114 tonnes. Pour atteindre un tel niveau de production, la Côte d'Ivoire mise à l'entrée en production de nouvelles grandes mines, comme celle en construction à Koné, à 350 km au nord-ouest de Yamoussoukro. Prévue pour entrer en production en 2027 et devenir la plus grande mine d'or du pays, elle devrait livrer jusqu'à 349 000 onces par an. Citons aussi les mines entrées en production ces dernières années, Lafigué, Abuja et Séguéla, ainsi que les projets aurifères prometteurs encore en phase d'exploitation. Notons que la production d'or ivoirienne déclarée en 2024 dépasse déjà celle enregistrée la même année par les mines industrielles du Mali, 52 tonnes, et du Burkina Faso, 47,7 tonnes, à fin novembre 2024. Il n'est cependant pas possible de savoir si la Côte d'Ivoire a effectivement déjà dépassé ses deux voisins, car la production artisanale dans les 3 pays est difficile à évoluer. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement ivoirien devra relever les défis dans le secteur artisanal, mieux organisé et contribuant pleinement à la production nationale. Selon le Swiss Aids, 30 à 40 tonnes d'or produites de manière artisanale et à petite échelle sortiraient en contrebande du pays chaque année. Le marché mondial des serres commerciales est en plein développement, porté principalement par la demande de produits horticoles. Sur ces segments, l'Afrique du Nord est une zone émergente. Plus de détails dans cet élément. L'Afrique du Nord est l'une des régions du monde qui offrira le plus d'opportunités d'investissement dans les serres commerciales en 2025. Le nord de l'Afrique est cette année la seconde zone la plus attractive au monde pour des investissements dans la culture en serre derrière le golfe Persique. Ces sentiments global par cette région du continent africain a connu une amélioration par rapport en 2024 et contraste avec un contexte global plus mitigé affiché pour 2025. La zone a ainsi obtenu de vote plus favorable que d'autres marchés phares comme les USA, le Canada, le Pays-Bas et la Belgique. Si l'Afrique du Nord compte dans les intentions d'investissement des acteurs de l'industrie, c'est d'abord à cause de l'Algérie, de la Tunisie et surtout du Maroc. Dans le royaume chérifien, dans les sous-secteurs de l'horticulture avec comme principale culture la tomate qui a bénéficié de la demande croissante des destinations se situant au niveau du pourtour méditerranéen comme la France, avec les investissements orientés
orientée principalement vers les serres à faible coût, s'inspirera des structures développées aux îles Canaries. La production de primaires destinée à l'exportation s'est développée dans les régions chaudes et ensoleillées comme le Souss-Massa où la culture s'étale d'octobre à juin. Pour rappel, l'Afrique affiche une surface d'environ 60 500 hectares sous serre en 2024, soit moins de 2% des les leaders mondiaux restent la Chine avec 1 et 3,5 millions d'hectares développés sous serre. Mesdames, Messieurs, nous allons faire place à présent à la revue de presse avec la sélection et les commentaires de Don Momat. Bonsoir mesdames et messieurs. Commençons cette revue de presse par Géopolis Hebdo qui titre en une « Guerre en RDC, le Rwanda mis en difficulté, l'Allemagne et le Canada suspendent leur aide à Kigali ». Après le Royaume-Uni fin février, l'Allemagne et le Canada ont suspendu leur aide au Rwanda en raison de l'implication de l'armée rwandaise aux côtés des combattants du M23 dans l'est de la RDC. Kigali a réagi en demandant à Londres de régler l'accord suspendu concernant l'expulsion des migrants. Les pressions internationales, commentent les tabloïds sur le Rwanda, continuent de croître pour mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. Le Phare évoque également cette pression croissante. Selon ce journal, les grandes économies mondiales qui soutiennent le Rwanda ferment progressivement leurs robinets. Après les sanctions des États-Unis, de l'Union européenne, de la Belgique et du Royaume-Uni, c'est au tour du Canada de suivre cette voie. La tempête des tropiques estime que cette situation constitue un coup dur pour le Rwanda, dont près de 50% du budget dépend de l'aide extérieure. Le reste provient principalement des ressources minières pillées dans l'est de la RDC. Pour Africa News, la situation diplomatique du Rwanda s'est brutalement retournée. Le Rwanda, jadis un allié privilégié de l'Occident, est aujourd'hui considéré comme un paria. La stratégie diplomatique de Félix Tshisekedi, centrée sur l'agression du pays par le Rwanda, a porté ses fruits. L'internationalisation du conflit, menée par des figures comme Patrick Muyaya et Thérèse Kayikwamba, a permis à la RDC de rassembler un large soutien international, commente le confrère. Info 27 se concentre sur l'impact de cette guerre sur le secteur de l'éducation RDC. La ministre Raïssa Malou alerte sur plus d'1 million d'enfants déscolarisés avec 2500 écoles affectées par le conflit. La situation, rapporte la consoeur, est alarmante. Des établissements sont transformés en abris pour déplacer ou en cimetière, tandis que l'insécurité pousse près de la moitié des enfants à fuir le salle de classe. Une crise majeure qui nécessite des efforts urgents pour mettre l'éducation en priorité dans les actions humanitaires. Enfin, le journal aborde la recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, marquée par des hold-up violents et des attaques ciblées, notamment contre les cambistes. Les délinquants, souvent armés et opérant à moto, déstabilisent la ville. Par ailleurs, les bandes de jeunes délinquants, le Kuluna, sèment la terreur dans les quartiers populaires, rendant la vie nocturne de plus en plus risquée pour les habitants. Les policiers et militaires ne sont pas en reste, poursuit-il. Ils sont souvent condamnés pour enlèvement, vol et autres exactions. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ce journal est arrivé à sa fin, mesdames, messieurs, mais d'abord, le rappel de titre. Début ce mercredi de la mission de la première ministre Judith Suminwa au Congo central, précisément dans la ville de Matadi, dans le cadre de la mobilisation contre l'agression rwandaise, mais aussi pour encourager la jeunesse à rejoindre le FARDC. Vous avez suivi la première ministre dans ce journal. Et puis à l'international, grâce notamment au décuplé de sa production d'or avec 50 tonnes en 2023, la Côte d'Ivoire vise à se hisser au rang de plus grands producteurs d'or du continent comme le Ghana.
C'est donc la fin complète de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, la personne la plus discrète à garder vos secrets, c'est votre cœur. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.